L'année 2023 a tiré sa révérence. Nous voici déjà en 2024. C'est l'occasion pour nous de présenter à nos fidèles téléspectateurs et à nos invités nos meilleurs vœux. L'entame de cette année coïncide à la réélection du président de la République démocratique du Congo, d'après le résultat provisoire de la CENI. Toutes nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président. Cependant, une réélection impose de nouveaux défis de gouvernance après une auto-évaluation. Nous parlerons de ça avec le professeur Aimé Toumba, qui est professeur en économie au cours de ses premiers numéros de Parler économie dans cette nouvelle année 2024. Nous vous disons merci de nous suivre de partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous allons l'appeler, monsieur le professeur Aimé Toumba. Veuillez entrer sur ce plateau, n'est-ce pas, de l'émission Parler économie. Vous êtes le premier invité. Je crois que vous allez bien. Alors, vous êtes professeur d'université en économie, parfois romancière et quoi d'autre? Bon, c'est comme tu l'as dit, je suis professeur d'université, je suis romancier, donc je suis écrivain. Je n'écris pas seulement de romans, mais j'écris également de la poésie. Encore. Et les deux, oui. Au-delà des romans. De la poésie, et j'écris les romans également. Mais au-delà de ça, j'ai une carrière professionnelle où je travaille dans le développement international depuis près de 18 ans maintenant, et comme un manager beaucoup plus spécialisé dans la gestion financière et administrative de projets financés par le gouvernement américain, donc pratiquement ce qu'on appelle l'Agence américaine pour le développement international. Et je travaillais comme à travers beaucoup de pays d'Afrique à fournir une expertise dans la formation de financiers, la formation de comptables, et une expertise dans le contrôle de projets ou dans le montage de systèmes de contrôle de projets. Et c'est comme vous le savez, le projet a 2 cycles, et s'il n'y a pas de mesures de contrôle, il n'y a pas de mesures de prévention, il n'est pas facile d'atteindre les objectifs. Donc ça, brièvement, c'est ce que je fais, professeur d'université, écrivain, mais également j'ai une carrière professionnelle dans le développement international. Faisons un peu une petite régression sur l'actualité. Comment avez-vous trouvé les élections qui venaient de se passer? Bon, écoute, je ne peux pas me substituer aux différentes missions d'observation des élections, mais j'ai dû lire quand même par-ci, par-là les conclusions de certaines missions, les observations de certaines missions, et c'est que j'apprends aussi de la rue. Bon, les élections n'ont pas été mauvaises en général, elles n'ont pas été parfaites en général. On ne peut pas dire qu'elles étaient aussi très très bien organisées. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de logistique, et comme on a parlé des bureaux qui ont ouvert en retard et de gens qui ont continué à voter au-delà du délai normal. Mais vous savez, quand vous analysez le problème lié aux élections, au processus électoral, il faut prendre aussi en compte l'environnement du pays. Vous êtes dans un pays du tiers-monde. Le Congo est parmi les pays qui souffrent d'une déficience criante en infrastructure de base. Et vous n'avez même pas suffisamment d'avions au Congo. Et vous n'avez même pas de route pour le transport du matériel électoral. Donc il y a des problèmes logistiques. Je trouve ça vraiment normal. Et je ne pense pas que c'est à cause des problèmes logistiques que cela peut jeter l'opprobre sur les résultats des élections. Non. La logistique, il y a eu des problèmes à lire certains observateurs, mais ça ne jette pas l'opprobre sur les résultats. Et vous qui avez sillonné un peu l'Afrique, parce que là vous êtes manager dans plusieurs pays africains, est-ce que nos élections ont été peut-être différentes? Est-ce que vous trouvez ailleurs dans d'autres pays africains, ou soit c'est presque les mêmes élections qui sont organisées par votre expérience dans d'autres pays? Je parlerai des expériences les plus récentes pour les pays d'Afrique. Exact. Mais laisse-moi commencer par les États-Unis, que je connais un peu mieux. Ça fait beaucoup d'années que je vis aux États-Unis.
qui est une démocratie, une vieille démocratie, avec des infrastructures de base très développées, une flotte aérienne très développée, avec suffisamment de routes et de transports. De tous les cycles d'élections que j'ai connus aux États-Unis, je n'en ai pas connu qui n'ait pas connu de contradiction. Y a-t-il des contestations où le gens contestent? Les premières élections que j'ai connues après le départ de Clinton, de la Maison-Blanche, et Clinton était assisté par Al Gore comme vice-président. Et avec le boom économique qu'avaient connu les États-Unis sous Clinton, tout le monde était très sûr que son vice-président Al Gore était celui qui pouvait devenir le nouveau président. Il y a eu des élections contre Bush, mais je crois que le commun de mortels savait bien que c'était Al Gore qui était massivement élu. Qui était le vainqueur. Qui était le vainqueur. Mais c'est George Bush qui a été proclamé. Bon, et ils en ont parlé quand même dans les coulisses, mais vous n'avez pas senti une contestation très forte sur les médias, ou aller sur les médias, appeler la population à des marches, à des sabotages, appeler à l'annulation des élections, je n'en ai pas entendu. Le cycle suivant a opposé George Bush à John Kerry. Je peux te dire qu'avec assurance que John Kerry était celui qui a été élu, ce n'était pas George Bush. Il y a eu même de la fraude pendant cette élection parce que... Qui était visible. Oui, le frère de George Bush était un gouverneur et dans son État, il y a eu... on a bourré les urnes, il y a eu une fraude massive qui était vraiment observée. Mais les gens en ont parlé dans les coulisses, mais je n'ai pas vu John Kerry qui est monté sur la télévision appeler la population à sortir sur la route et à demander qu'on annule les élections, malgré que les États-Unis... Un pays qui s'est développé, qui a tout le moyen... les États-Unis ont suffisamment d'argent pour faire les élections, mais je n'ai pas vu John Kerry monter et demander qu'on annule et qu'on reprenne parce que celui qui était le vainqueur. C'est hyper important. Les récentes qu'il y a eu entre Donald Trump et Biden, vous savez que jusqu'aujourd'hui, Trump se réclame le vainqueur, qu'on lui a volé les élections. Bon, en dépit de quelques dérapages qu'il y a eu, et vous n'avez pas suivi qu'on a réclamé d'annuler les élections, et pourtant les États-Unis ont suffisamment de moyens de le faire. Bon, vous prenez même les exemples en Afrique. Commençons d'abord par le Nigeria, qui a des élections entre Tinubu et son opposant, mais on a pensé que Tinubu a triché les élections. On n'a pas cru que c'est Tinubu qui avait réussi. Il y a eu de la tricherie. Vous prenez tout à l'heure avec les élections qui étaient au Gabon, c'était la même chose. Il y avait tricherie quand on a proclamé Ali Bongo comme étant le vainqueur. Et au Niger également, avant qu'il y ait le coup d'État, il y a eu élection. Mais celui qui était proclamé vainqueur, Bazoum, n'était pas considéré comme étant le vainqueur. Donc la plupart des élections, il y a toujours des contestations. Mais quant à prendre un pays où il y a des problèmes sérieux et de problèmes sociaux auxquels on pourrait s'atteler, les élections coûtent énormément cher dans un pays comme le Congo. D'abord, on a des problèmes sérieux d'infrastructure et de deux, nous avons des problèmes sérieux d'argent. Et quand on se met pour demander qu'on annule, je crois que au-delà de tout entendement, je pense que le Congolais doit réfléchir deux fois avant vous savez, la politique, c'est l'art de l'excellence. La politique, ce n'est pas de la fourberie. Et donc, c'est mon expérience, et que la plupart des élections que j'ai connues, il y en a eu qui se sont passées dans la paix, comme par exemple au Libéria, où il n'y a pas eu de contestation, mais la plupart que j'ai connues, il y a eu des contestations. Mais il y a contestation. C'est ça, les pays développés, en voie de développement, ou les pays émergents, ils ne manquent jamais de contestation. Correct, il y a des voies de recours, mais c'est de ne pas pousser la population à tuer les uns les autres parce que telle et telle région, il faut le tuer, il faut le jeter dans la mer, et appeler les gens à la désobéissance, et chercher à demander même qu'on puisse refaire les élections, comme si la seule préoccupation du pays, c'est l'organisation des élections. Ah, je trouverais ça une légèreté déconcentrée pour quelqu'un qui a un niveau politique. Ça, c'est un avis d'un expert en finance
qui nous donne son point de vue par rapport aux élections et en disant que si dans des pays si développés il y a des contestations, aucunement on demande de l'annulation des élections alors que ce pays possède en grande partie de moyens consistants pour refaire ces élections, à plus forte raison en République démocratique du Congo où nous savons plusieurs maux économiques qui rogent les pays, que ce soit du point de vue économique et social. Donc il serait important de revoir, d'aller de tourner peut-être 1000 fois la tête, de voir comment sauver le Congo. Nous continuons. Comment appréciez-vous le premier mandat du président de la République démocratique du Congo du point de vue socio-économique? Je ne suis pas un optimiste ni un pessimiste non plus. Je ne suis pas un extrémiste qui dirait par exemple que tout était mal, tout a mal tourné, ou qui dirait que tout a bien tourné. Mais il y a à prendre, il y a à laisser. Je crois que du côté positif, il y a eu quand même de réalisations qui sont visibles et qui sont de grande portée. Et tu prends les décisions comme celle de gratuité dans l'enseignement. Commençons par l'enseignement avant la maternité. Imagine-toi le nombre d'élèves de primaire pour toute la République qui ont accès à l'enseignement parce qu'il y a gratuité. Je travaillais ici pendant quelques années sur un projet d'éducation de base et où je quand même... Et dans quelle année à peu près entre 2015 et 2017 dans l'éducation de base. Et je crois que la grande difficulté qui était dans 2 écoles était le problème du minerval. Vous trouvez 2 enfants, un enfant très intelligent, mais dont les parents ne sont pas à mesure de payer son minerval. Et où un enfant qui vient à l'école, il ne sait même pas manger, ou un enfant qui vient à l'école, il ne peut même pas s'acheter l'uniforme ou les cahiers. Mais le fait d'avoir décrété que l'enseignement est gratuit, c'est que l'argent que les parents devraient mettre dans le minerval de paiement, ils peuvent acheter à manger pour les enfants quand ils partent à l'école. On peut leur acheter les livres pour lire. On peut acheter également les uniformes. C'était un investissement de haute portée, vraiment de haute portée. Si aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on peut dire qu'un Américain moyen, il est rare de trouver un Américain qui ne sache pas lire ni écrire. C'est grâce à la gratuité de l'enseignement. Le fait que l'enseignement, pour y accéder, il faut absolument payer. Ceux-là qui ne sont pas à mesure de payer le minerval des enfants se retrouvent, qui n'ont jamais fait même l'école primaire. Ils ne savent ni lire ni écrire. Donc déjà, avec la gratuité de l'enseignement, vous êtes sûr que tout enfant, tout Congolais peut tout au moins terminer l'école primaire. Mais tout enfant qui a terminé l'école primaire sait tout au moins comment écrire en langue nationale, lire et écrire en langue nationale. Donc c'est vraiment un investissement de taille et de grande portée qu'il ne faut pas négliger. À cela, il faut s'ajouter également la gratuité de la maternité. Et je crois la gratuité de la maternité, il y a des gens qui critiquent, qui pensent que c'est une manière de pousser la démographie vers le haut. Vous connaissez les dernières années avant le nouveau régime ici, à quel niveau se trouvait le budget de l'État. Nous avons l'un des budgets les plus maigres de l'Afrique, mais il faut reconnaître qu'avec ce régime, on a poussé sérieusement le budget vers la hausse, ce qui est déjà un bon critère de gouvernance. Certains diront que ce n'est qu'une prévision, ce n'est pas une réalité. On se base que sur des prévisions. La réalité, qu'il y a moins de 6 milliards sur le caisse de l'État. Bon, nous écoutons. Il faut lire quand même la tendance de mobilisation de recettes. Que diriez-vous à toutes ces personnes? Il faut voir la tendance de mobilisation de recettes. Le budget, c'est quoi d'abord le budget? C'est peut-être les gens ne savent pas comment on définit le budget. Le budget a toujours, d'un côté, le revenu, c'est qu'on s'attend réaliser comme revenu, et de l'autre côté, les dépenses. Mais s'ils disent que ce ne sont que de prévisions, alors comment est-ce qu'on est arrivé à faire ces dépenses? Parce que dans un pays, soit on produit le revenu, pour faire face aux dépenses. Si on ne peut pas mobiliser le revenu, on recourt à la planche à billets. À ma connaissance, je ne me rappelle pas que dans ce pays, avec ce régime, je ne suis pas dans les secrets de la Banque centrale, mais je n'ai pas vu à quel moment ils ont beaucoup recouru à la planche à billets comme dans des régimes passés. Ce qui signifie que bien que ça soit un budget, il y a quand même un taux de réalisation qui est très élevé. C'est déjà un bon signe de gouvernance. Donc, nous parlons de problèmes de budget.
Un autre aspect était, par exemple, le renforcement du contrôle avec l'IGF. L'IGF a existé, je sais que l'inspection des finances a commencé à exister, nous autres on était, je crois, à l'école primaire ou à l'école secondaire quand ça a commencé, mais on n'avait jamais su quel était le travail de l'inspection des finances. Ils étaient cantonnés dans un coin. Puissance, cette force de contrôler, ouais. Voilà. Ils étaient cantonnés dans un coin au service de certains individus. Ils ne pouvaient même pas publier un rapport. Dans les coulisses, on pouvait apprendre que les inspecteurs ont été dans telle région. Ils ont trouvé qu'on a détourné autant, mais le rapport ne peut jamais être publié publiquement. Mais à voir actuellement l'IGF qui joue ce rôle d'informer la population. Mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser, le fait que quelqu'un se sente pointé du doigt, qu'il a détourné autant d'argent ou qu'il a été corrompu, et ça l'aide à ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Le renforcement de pouvoir de l'IGF a permis quand même une bonne mobilisation de recettes dans la plupart de régies financières. Vous le savez mieux que moi, bien que je ne sois pas au pays, mais je lis quand même de temps en temps. Je vois que beaucoup de régies financières ont augmenté sensiblement les recettes. Oui, mais il faut savoir qu'il y a une part qu'il faut donner à l'IGF, au travail de l'IGF, au renforcement de ce pouvoir. Le fait que l'IGF se sent en position de dénoncer quand il y a quelque chose, sans inquiétude, c'est déjà un aspect purement positif pour l'amélioration de la gouvernance. Un autre aspect, c'est du côté de la sécurité, où en lisant quand même, je sentis que c'est le seul régime qui a dédié suffisamment de moyens à l'armée pour l'acquisition du matériel. Il est passé de combien? Il était combien à combien? Si vous avez une estimation? Non, je ne peux pas rentrer dans certains disent que cette année, on verra 1,5 milliard. Bon, et oui, voilà. Oui, le statistique parle autour de 1,5 milliard, c'est qui est au-delà de beaucoup de pays. C'est énorme parce que les régimes passés ne dédiaient pas autant de fonds à l'acquisition du matériel militaire. C'est la raison pour laquelle nous avions une armée forte sur laquelle un petit pays pouvait marcher. C'est parce qu'il n'y avait pas de moyens, mais il y a quand même suffisamment de moyens maintenant. Il y a certaines réformes qu'ils ont entamées, mais qui ne sont pas totalement achevées. Il y a encore beaucoup à faire, un long chemin à faire pour avoir... Et vous pouvez le comparer à d'autres pays, au lieu d'aller plus vite, parce que la sécurité compte aussi beaucoup du point de vue socio-économique. Tout, là où il y a la paix, l'économie, elle évolue bien. Donc, un autre point que je pouvais soulever, c'est la réfection de certaines infrastructures que j'ai vues à travers le pays. J'ai vu qu'on a réfectionné certaines universités. L'université de Kinshasa, j'ai vu qu'on a réfectionné l'UPEN. Récemment, on m'a dit qu'on a réfectionné le grand hôpital général de Mamayemo. Mais à part ça, il y a quand même certaines infrastructures, il y a quand même certaines réfections. Bien sûr, il n'y a pas même dans des provinces, voilà. Même dans des provinces, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions, mais il y a eu quand même des infrastructures qui étaient vétustes qu'on a pu réfectionner et leur donner un peu plus de vie, un peu plus de valeur actuelle. Ce n'est pas quelque chose à négliger parce que ça coûte suffisamment de l'argent de réfectionner les buildings comme ceux de l'université de Kinshasa, de réfectionner le building comme ceux de l'UPEN ou de réfectionner l'hôpital général et de rééquiper cet hôpital. Et ça ne coûte pas de miettes, ça coûte suffisamment de l'argent. Donc à côté de cela, il y a également certaines actions sociales par-ci par-là où je sentis quand même qu'il y a eu des augmentations, si minimes soient-elles, de certains salaires, de fonctionnaires, de militaires, de professeurs. Bien sûr, ça ne représente pas encore le vrai panier de la ménagère, mais tout au moins, ils sont partis de salaires de misère, en fait, je peux dire de salaires de double misère à un salaire de misère. Auparavant, c'était double misère, et maintenant, c'est quand même un salaire. C'est toujours un salaire. Ça s'améliore tout petit peu. Il y a quand même une amélioration. Ce n'est pas l'idéal, hein, mais on arrive au moins à avancer. Il y a autant suffisamment de deux éléments du côté de réalisation, mais c'est comme je disais, je ne suis ni optimiste. Sans oublier le centre financier de Kinshasa. Très bien, merci de l'avoir mentionné. Il paraît qu'il a été baptisé très récemment. Et donc, je disais tout au début que je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je suis un peu équilibré. Je vous ai parlé de certaines réalisations au phare. Je ne peux pas donner une liste exhaustive de tout ce qu'ils ont pu réaliser parce que je n'ai pas fait l'inventaire de tout ce qu'on a fait dans chaque région, mais c'est ce qui apparaît, qui est un peu phare, qui est trop visible. Mais en dépit de cette réalisation, et le régime a connu suffisamment de boire
Et nous verrons ça un peu plus loin, qui est dû à certaines erreurs dans la conception de stratégie, à certaines erreurs. Et parmi de problèmes, jusque maintenant, comme vous le savez, eh bien, j'ai suivi les statistiques, on disait que la fourniture d'électricité est montée à 20% contre 8%, c'est encore très signifiant. C'est insignifiant, je voulais dire. Il y a des communes où les gens font 1 semaine, 2 semaines sans électricité. Et ça, c'est dans la ville de Kinshasa. Ne parlons pas de région. De province. Ouais, il y a des gens qui vous font 1 semaine sans électricité. Et certaines communes où ils en ont, mais ça peut venir 2 heures. Ça vient au niveau aux environs de minuit. Après 2 heures, le courant est parti. Il y a des gens qui font ici à Kinshasa, des communes où il y a 1 semaine, il n'y a pas d'eau, l'eau ne coule pas au robinet, alors que nous avons le fleuve Congo à côté, et c'est qui sont drainés dans les maisons de gens. Donc ce problème est encore résolu. Je sais que le président a inauguré certaines usines de traitement d'eau, mais ça n'a pas suffi. Si déjà Kinshasa, qui est le miroir du pays, il y a on sent des pesanteurs, on sent des pesanteurs de problèmes qui persistent. À plus forte raison dans des régions qui font réellement mal à la population. Correct. Et donc, j'ai pour parler de problèmes de l'eau potable et de l'électricité. Et un autre problème très épineux, c'est le problème de la diversification de l'économie. Et je peux ajouter notre problème majeur, c'est que malgré le lancement de certaines agences par le régime actuel, la corruption et la fraude sont restées encore au top. Malgré l'IGF. Si vous lisez, et aujourd'hui j'ai vu les derniers rapports de Transparency pour l'année 2022, le Congo est parmi les 15 pays les plus corrompus du monde. Les 15 pays les plus corrompus du monde, avec autour de 20, je crois que c'est 20 à 21 points sur 100, alors que le Rwanda à côté est autour de 51 points sur 100. Et on ne peut même pas se comparer au Rwanda sur le plan de la lutte contre la corruption. Et donc la corruption est demeurée comme un simple slogan. Et on en parlera, on discutera de ça un peu plus tard, bien qu'on en a parlé. Oui, l'IGF, en réalité, l'IGF fait un travail a posteriori. Et dans cette histoire, il y a 2 manières d'encadrer ou de résoudre le problème. Il y a 2 actions. En fait, comment pensez-vous que l'IGF devrait fonctionner pour réduire sensiblement la corruption et les détournements? Je veux parler d'abord de ce qui existe. La lutte contre la fraude et la lutte contre la corruption ne se fait pas seulement au niveau de la découverte, ne se fait pas seulement a posteriori. Donc lorsque le fait est déjà consommé. Exact. La vraie lutte se fait a priori. A priori, c'est concevoir de mécanismes, concevoir un système, avoir du personnel qui peut lutter et prévenir que cela arrive. Il ne faut pas attendre que cela arrive pour qu'on aille constater que ce projet n'a pas pu être réalisé parce qu'il y a eu détournement. Mais on pouvait prévenir ces détournements. On pouvait prévenir cette corruption. On l'anticipait parfois. C'est ça la meilleure lutte même. N'est pas la lutte de découverte, mais la lutte de prévention. Et normalement, d'ailleurs, je crois que quand on a créé l'institution de lutte contre la corruption, on a dit que c'est prévention et lutte contre la corruption. Mais où se trouve la prévention? Parce que le Congo demeure encore parmi les 15 pays les plus corrompus du monde, selon les statistiques de Transparency de 2022. Donc ça veut dire que l'agence n'a pas produit de résultats. C'est presque la même situation qu'on a eu dans les années antérieures. Et maintenant, à se demander, quelle a été la cause? Est-ce que c'est des stratégies inappropriées? Est-ce que c'est un personnel incompétent ou un personnel inapproprié? Et à quel niveau se trouvent des problèmes? On pourra peut-être discuter ça un peu plus tard. Un autre point, j'ai suivi au début du mandat du président qu'il a dit qu'il allait créer de riches, une certaine catégorie de riches. Créer la classe moyenne. Oui, et jusque maintenant, la classe moyenne est trop faible. Vous savez, dans beaucoup de pays développés, tu prends comme les États-Unis, la force des États-Unis, c'est la classe moyenne. Ce n'est pas la classe de riches. Mais la classe moyenne est inexistante. Au lieu de créer de riches... Je vois, il encourage l'entrepreneuriat. Dernièrement, il y a un salon qui a été organisé où il était en contact avec les entrepreneurs, les innovateurs qui voulaient bel et bien participer à la création de cette classe normale. N'est-ce pas là déjà des avancées significatives? Je suis d'accord, il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, mais sur le terrain, si tu fais des statistiques,
il y a eu plus de pauvres qu'il y a eu de riches pendant toutes les années. Je dis, je suis équilibré, c'est mon point de vue. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste. Mais je dis ce qui est vrai et ce que je constate. Il y a eu plus de pauvres que de riches qu'on a créés. On a créé beaucoup de pauvres, encore. Et parce qu'il faut voir la démographie, la population évolue, le taux évolue. Et combien ont du travail? Parce que la classe moyenne est constituée en majorité des travailleurs. Et créer un peu tous ceux qui ont terminé les universités pendant les 5 dernières années. Combien ont eu du travail? Il y en a, je connais qu'il y en a encore beaucoup qui ont terminé les universités il y a 10 ans qui n'ont pas encore du travail. Et j'en connais, j'ai des étudiants auxquels je donnais cours qui sont arrivés à aller accepter des jobs de $150, $200 par mois, quelqu'un qui a toute une licence. Par manque de boulot. Par manque de boulot. Et il y en a qui chôment encore à la maison. Je vois même des étudiants qui commencent à faire les transports de manioc, qui vont faire de petits commerces juste pour la survie. Donc en réalité, c'est vrai, il y a des efforts, mais il n'y a pas encore de fruits. On n'a pas vécu les vrais fruits pendant le premier mandat. On espère le vivre pendant le deuxième mandat. Voilà brièvement, je sais un autre point que je pouvais ajouter, les investissements extérieurs. Et le président avait déployé une forte diplomatie. Je le félicitais beaucoup pour ça. C'est le premier diplomate congolais. C'est comme ça dans la structure. Le ministère des Affaires étrangères est sous sa supervision, mais le premier diplomate, c'est lui-même. C'est lui le premier diplomate. Et il avait quand même une diplomatie. Il avait quand même une diplomatie agressive. C'est vrai qu'il a sorti le Congo de l'anonymat. Et on est quand même fiers de lui sur ce point-là. Pour nous qui sommes à l'extérieur, il y a 2 pays à l'extérieur où on ne connaissait même pas. Quand on parle d'un Congolais, c'est comme quelqu'un de la basse classe, mais il a quand même valorisé le Congo à un certain niveau. À l'intérieur, vous ne le sentirez pas, mais quelqu'un qui sort à l'extérieur, qui visite certains pays, il sentirait quand même le Congo est sorti de quelque part et se trouve à quelque part. Et donc, sur le plan de la diplomatie, il y a de fleurs à lui jeter. Mais néanmoins, sur le plan de l'appel aux investissements extérieurs, l'appel est demeuré un peu sans résultat, parce que la plupart des pays où le président est allé, il y a eu des conférences pour demander que les investisseurs viennent. Trop peu ne sont pas, vous remarquerez vous-même que nous n'avons pas encore beaucoup d'investissements de pays occidentaux. Bon, je sais qu'il y a un autre problème en dessous des coulisses qu'on ne peut pas parler des problèmes purement politiques, mais il faut reconnaître que un investisseur n'est pas dirigé par des considérations politiques, mais il est dirigé par des considérations économiques. Où est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut gagner? C'est ça qui dirige un investisseur. Les avantages, etc. Donc, si nous n'avons pas eu beaucoup d'investisseurs qui se sont riés sur le Congo, ce n'est pas absolument un problème politique, comme les gens pensent, que c'est parce que les États-Unis ne veulent pas de Tshisekedi, ou c'est parce que la France ne veut pas. Non, c'est pas ça le grand problème. C'est pas ça le grand problème. Vous avez beaucoup d'investissements américains en Chine, mais l'Amérique n'aime pas la Chine. L'Amérique n'aime pas le président chinois. Même les entreprises en Chine. Vous avez beaucoup d'investissements chinois là-bas. Vous avez beaucoup d'investissements américains qui sont en Inde. L'Amérique n'aime pas l'Inde parce que l'Inde fait partie maintenant de BRICS, des gens qui disent non à l'Amérique. Donc l'investisseur part là où il sait qu'il peut produire. Il tire des avantages. Exact. S'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, ce n'est pas un problème d'aimer ou de ne pas aimer le président, mais c'est parce que le profil du pays n'attire pas tellement des investisseurs. C'est pas attrayant. Ce n'est pas attrayant. C'est sur ce point qu'on devrait travailler. Donc, si nous n'avons pas eu beaucoup, c'est parce que ceux qui sont censés travailler pour attirer le profil du pays, attirer l'environnement, en fait, pour améliorer le profil du pays, de manière que ce profil attire de nouveaux investisseurs, ne font pas correctement le travail. Est-ce que c'est par incompétence? Est-ce que c'est par manque de loyauté? Est-ce que c'est par manque d'intégrité? Je ne peux pas le définir. Voilà, nous allons demander à la réalisation de nous balancer quelques interviews que nous avons pu réaliser. Suivez. Les élections étaient bien. Personnellement, je trouve que déjà les résultats étaient totalement fondés. Personnellement, en tant que jeune étudiante et entrepreneur, moi personnellement, je demanderais au chef de l'État de revoir un peu les cas des militaires. Personnellement, je suis l'enfant d'un militaire et nos pères à nous se sacrifient. Pas se sacrifient, mais ils se sont carrément donnés pour le pays. J'ai vu dans les camps tchatch, camp présidentiel, où il y a le président juste à côté à la cité de l'OIA. Mais nous ne vivons pas dans de bonnes conditions. Nous ne profitons pas de ce que nos parents, eux, sacrifient. Pourquoi tu veux passer 5 ans? Na 5 ans, tu veux passer à continuer pour ça. Afungula ndesi koyo misala. So afungula misala. Bano ya biso basosala alungula boba
bakomi na ba 60 ans na ba compagnie wana apesa bango nde pension. Et là, on a aussi un président de la République pour le deuxième mandat de Oyo à lancer nos projets, l'infrastructure, la sociale, la RDC Mobimba. Alors, vous venez de suivre toutes ces interviews. Quel conseil donnerez-vous au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de son second mandat? Par où doit-il commencer? Je donnerai mes conseils, mais en les faisant découler des erreurs du passé. Le deuxième mandat est une continuité du premier. OK? Et quand on demande le mandat de la population, on a un programme bien déterminé. Le premier mandat, il avait un programme. Est-ce que le programme a été réalisé? Oui ou non? Sinon, pourquoi il n'a pas été réalisé? Et on ne pourrait pas, au deuxième mandat, commencer à parler de notre programme sans savoir ce qui a fait que le premier programme du premier mandat, c'est qui a causé la faillite du premier programme. Donc c'est ainsi que moi je pense, je prélève, articuler les conseils autour des erreurs commises dans l'ancien mandat. Si vous voyez la plupart des gens qui ont parlé, il y en a qui ont parlé de problèmes de l'entourage du chef de l'État. Il y en a qui ont parlé de gens qui gèrent. Et c'est un problème critique. La première erreur et la plus grande dans l'ancien mandat que le président devra corriger dans le nouveau mandat, c'est le choix des animateurs, le choix des collaborateurs. Et le premier choix de collaborateurs, c'est son propre cabinet. Le régime actuel repose sur une alliance. L'alliance du point de vue politique, je ne suis pas un politologue, mais je connais un peu sur les alliances. Chaque parti politique a une idéologie, un projet de société. Et lorsque vous formez une alliance, ça ne veut pas dire que chaque parti renonce à son idéologie et renonce à son programme. Mais simplement, l'alliance, c'est pour construire une majorité et avoir de l'appui pour prendre certaines décisions. C'est ça le but de l'alliance. Comme on a formé l'Union sacrée, ça ne veut pas dire que le MLC renonce à son idéologie de MLC ou renonce également à son projet de société. Ça ne veut pas dire que l'UNC renonce à son idéologie, à son fondement, à sa doctrine, et à la doctrine de l'UDPS. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quelle est la répercussion de ça? Étant, comme c'est un gouvernement des alliés, ça veut dire que, en fait, comme c'est un régime des alliés, ça va se répercuter également sur le gouvernement. On va retrouver toutes les tendances de l'Union sacrée dans le gouvernement. D'accord? Donc le président, c'est un chef de l'exécutif, il pourra avoir la main mise sur le gouvernement, mais pas à 100%. Parce qu'aussi, il y a le Premier ministre qui est là, qui est en réalité le chef du gouvernement. Mais le premier gouvernement sur lequel le chef de l'État peut compter, parce que nous évoluons dans le monde moderne, nous évoluons dans le concept de ce qu'on appelle la direction collégiale. Je crois que je l'avoir dit dans différentes émissions, que le terme ou le concept de direction collégiale inventé par les managers découle de la vision, en fait, découle de la connaissance ou découle de la compréhension telle que un leader n'est pas un expert. Un leader, c'est un visionnaire. Donc le chef de l'État n'est pas un expert. Il est visionnaire. C'est un visionnaire. Il a une vision. Le plus important pour un leader, c'est d'avoir une vision, de savoir communiquer cette vision aux autres. Mais le leader a besoin tout autour de lui des experts. Ce sont ces experts qui transforment sa vision en plan et en action. Et voici l'importance d'avoir autour du leader du personnel compétent, comme je l'ai toujours dit, qui a de l'expérience dans le domaine, qui a une compétence avérée parce qu'il s'agit... Est-ce que la compétence, c'est là qu'on appelle diplômé, licencié, professeur d'université, c'est à cela dont vous faites référence? La compétence, c'est au-delà de ça. Okay. Il y a des professeurs d'université qui sont incompétents. La compétence, c'est la connaissance. C'est l'aptitude à faire quelque chose. Et l'aptitude n'est pas toujours liée au diplôme. Oui, le diplôme vous apprend beaucoup de choses que celui qui n'a pas de diplôme n'a pas. Mais quant à transformer les études faites en aptitude à faire quelque chose, cela dépend également de la personnalité de quelqu'un. Tu peux voir des docteurs qui ont le même titre de docteur, mais l'un plus compétent que l'autre. Mais ils ont étudié les mêmes matières, les mêmes cours. Maintenant, il appartient à chacun de prendre les matières qu'il a étudiées, de les utiliser
pour qu'il soit apte à faire un travail. Et cela dépend de la personnalité de chacun. N'oubliez pas que si on doit parler de diplôme, il y a différentes catégories des étudiants. Il y a des étudiants qui vont au cours pour avoir des diplômes et ceux qui vont pour apprendre. Mais si vous prenez quelqu'un qui était aux études pour avoir un diplôme, vous ne parlerez pas de la compétence. Donc, attends que je continue. Allez-y. Donc, il est important qu'autour de leaders, on trouve des cadres compétents, expérimentés, mais qui sont intègres et honnêtes. Dans un pays... Intégrité. Voilà. Dans un pays dominé par la corruption et la fraude, mais il faut voir qui mettre autour d'un chef de l'État. C'est pas ce qu'on a assisté au premier mandat, où les premières personnes concourront facilement dans le pays, c'est le cabinet du chef de l'État, pendant le premier mandat. C'est désolant. Moi, je rencontrais des investisseurs qui sont venus pour voir le chef de l'État, on leur réclamait de l'argent pour le voir. Juste rencontrer le chef de l'État, c'est les gens du cabinet qui réclamaient aux investisseurs de payer l'argent. C'est une dame, et cette dame est une dame étrangère, mais à nationalité congolaise, qui s'est battue à emmener des investisseurs. Elle arrive, on lui dit qu'il faut payer autant d'argent par investisseur. Elle était totalement découragée. Elle m'a appelé et dit, mais prof, mais votre pays ne changera jamais. Et ça, ce n'était pas au niveau du ministère, au niveau du cabinet du chef de l'État. Au-delà de l'intégrité, de l'honnêteté, de la compétence, comme je l'ai toujours dit, il faut de la loyauté. Vous travaillez pour un leader, il a une vision. Vous êtes censé travailler dans sa vision. Votre travail... Pas de faire semblant, voilà. Votre travail, c'est de mettre sa vision en musique, de transformer sa vision en plan. Mais ce n'est pas de travailler contre lui. Et ça s'appelle la loyauté. Et vous avez remarqué que certaines mauvaises décisions prises, c'est parce qu'il y a eu de conseillers qui étaient déloyaux. Rappelez-vous sur ce plateau que je questionnais quelle a été la justification de la décision d'adhésion à l'EAC. Il n'y avait aucune justification parce que sur le plan économique, ce sont les pays de l'EAC qui exportaient plus vers le Congo et le Congo n'exportait pas assez vers l'EAC. Et lorsqu'on entre dans une relation économique, c'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas une relation où les gens doivent venir déposer leurs biens et nous ne donnons absolument rien. Et sur le plan sécuritaire, je vous ai dit même dans une des émissions que je doutais très fort. Si vraiment la considération de l'adhésion était un problème sécuritaire, je crois que c'est une erreur. Parce que certains pays de l'EAC étaient partie prenante dans l'insécurité à l'Est. Ce qui était vrai, que ça s'est confirmé plus tard. Mais comment le président est arrivé à prendre cette décision? C'est à cause de certains conseillers véreux qui étaient corrompus. Absence de loyauté, absence d'intégrité, absence d'honnêteté. Mais qu'est-ce qui reste? C'est vrai, nous vous avons écouté. Il faut des personnes compétentes qui ont de la loyauté. Vous avez des chefs de l'État, quoi d'autre? Ces critères ne sont pas exclusifs. Ces critères ne sont pas exclusifs. Ils sont inclusifs. Vous voulez avoir un bon personnel. Lorsqu'on fait le background check, comme on l'appelle en anglais, ou l'étude de référence, on doit découvrir si la personne a déjà prouvé son intégrité et son honnêteté dans la gestion passée. 1. Si c'est confirmé, 2, on passe à la compétence. Et à partir des études de référence, on peut voir est-ce que dans le temps, là où il a travaillé, a-t-il été compétent? Est-il capable de produire quelque chose? Et le 3e élément, c'est la loyauté. Et tu sais, du point de vue de la loyauté, dans les sciences de gestion, on parle de la loyauté institutionnelle et c'est ce qu'on appelle la loyauté personnelle. Donc il y a le 2. Le 2, ça veut dire que quelqu'un qui travaille à la présidence, sur le plan loyauté individuelle, ce qui doit être loyal au chef de l'État lui-même qui l'a engagé. Parce à l'institution, à la première institution du pays. Exact. Mais il doit être également loyal à l'institution, même au pays lui-même. Parce que le chef de l'État, c'est le symbole du pays. Mais tu te retrouves à conseiller quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui représente le pays même, mais toi-même qui lui donne 2 conseils sur les choses qu'il doit faire, tu manques de loyauté vis-à-vis de lui. Ça veut dire que tu donneras certains conseils pour l'induire carrément en erreur. Nous continuons. Quoi d'autre pensez-vous une deuxième erreur. Voilà. Donc, sur base de cette erreur, le conseil que je donnerai au chef de l'État pour le mandat actuel, comme l'ont dit la plupart de gens que vous avez interviewés sur la route, c'est de faire attention aux gens qui l'engagent. On n'engage pas quelqu'un sans avoir vérifié son passé. Et on ne pense pas que quelqu'un va changer au lendemain. Non. L'être humain ne change pas au lendemain. Soit, si vous pensez que vous avez engagé quelqu'un qui y a été véreux dans le temps passé, et vous voulez lui donner la chance, doublez alors les mesures de contrôle autour de lui, pour prévenir qu'il le refasse ce qu'il a fait dans le passé.
Mais vous ne pouvez pas l'engager, sachant qu'il a commis des bêtises dans le passé, et vous le mettez dans un système permissif, un système qui laisse faire. Ça veut dire seulement avec la nature humaine. Rappelez-vous que si, du point de vue de finance, on a conçu, ça, quand on parle de système de contrôle, le contrôle a été conçu parce qu'on connaît la nature de l'homme. L'homme, quand il est placé dans un environnement permissif, de laisser faire, il a tendance à laisser faire également. Mais quand à faire n'importe quoi parfois. N'importe quoi. Ouais. Voilà, qui peut détruire le pays. La société continuons rapidement. Du point de vue socio-économique, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je continue, mais j'ai dit que la première erreur était catastrophique parce que cela a affecté beaucoup de secteurs ont été affectés et beaucoup de secteurs qu'on parlera, par exemple ici, je voulais parler de la mauvaise gestion des alliances. Parce qu'actuellement également, le régime est dans l'alliance, dans l'union sacrée. Et dans le premier mandat, c'était l'alliance avec FCC et Cash. Vous avez vu comment il y a eu de troubles. Donc, il faut éviter que cela se répète. Bon, je sais qu'actuellement, il y a le professeur Mbata qui est beaucoup plus employé dans la gestion de l'alliance, qui fait partie de directoire. Mbata, c'est quand même un type un peu compétent. C'est un professeur d'université. J'ai confiance en lui. Mais dans le premier mandat, c'était vraiment catastrophique. Donc, ça fait partie de la première erreur du point de vue socio-économique, parce que nous sommes à la fin de ces numéros, de ces premiers numéros, du point de vue socio-économique. Je parlais de problèmes de l'eau potable, des problèmes d'électricité, je parlais de problèmes de route, mais les deux grands problèmes sur lesquels je voulais intervenir, qui ont un impact sur la vie socio-économique, voilà. C'est la conception, l'exécution et la gestion de projets d'intérêt public. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, beaucoup de projets qui ont été annoncés, mais la plupart n'ont pas eu d'effets socio-économiques. Simplement parce que, comme vous le savez, le projet a différents cycles. Il y a d'abord la conception du projet lui-même, il y a le lancement du projet lui-même, il y a l'étape d'exécution qui a beaucoup de sous-étapes, mais il y a également la fin de ce projet. Mais à toutes les étapes, si vous remarquez bien, au niveau de la conception... le suivi, hein. Il faut toujours suivre. Le suivi fait partie de ce que nous appelons les activités transversales. Il y a le cycle de projets qui ont des étapes qui se suivent, mais à chaque étape, il y a des activités transversales. Le suivi peut se faire au niveau de la conception, au niveau de lancement, au niveau de l'exécution et même au niveau de la clôture. Il y a le suivi et l'évaluation. Ça se combine entre les deux, suivi et évaluation. Donc, on essaie d'évaluer les ressources qui ont été données, les objectifs qui ont été assignés, et quelles sont les ressources qu'on a utilisées, et est-ce que les objectifs ont été atteints? Parce que la plupart des projets, c'était d'intérêt socio-économique. Parmi ces projets, il y avait le problème d'électrification, il y avait des problèmes d'eau, il y a certains projets de construction de routes, il y a eu des projets de construction des hôpitaux. Mais même des écoles. Oui, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pu produire. Soit on produit des résultats maigres, soit le budget a été dépensé au-delà même de tout entendement, simplement parce que la conception peut-être a été bonne, mais au niveau du lancement, de l'exécution et de la clôture, il n'y a pas eu de bonnes activités de suivi et évaluation. Ou si ces activités ont eu lieu, mais ceux qui les ont conduites, c'était des personnes qui manquent la compétence, qui manquent l'intégrité et qui manquent également la loyauté. Voilà pourquoi je dis que la question majeure est dans le choix des collaborateurs, parce que cela intervient, affecte tous les niveaux, affecte tous les aspects et affecte tous les secteurs. Donc, le problème de gestion de projet conçu à l'interne, mais également un aspect très capital, c'est l'aspect de projets financés par les bailleurs internationaux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup mais là, vous avez beaucoup de conditionnalités, parce qu'on est déjà à la fin, vous avez trop de conditionnalités qui empêchent parfois les pays de faire bénéficier ces projets à toute la population congolaise. Vous n'allez pas me contredire. Je ne crois pas que c'est un problème de conditionnalité. Il y a trop de conditionnalités avec nos bailleurs de fonds. Je crois que c'est un problème d'engagement du pays. Je te dis que ça fait 18 ans que je suis dans le développement international.
j'ai vu beaucoup de pays où le régime a deux agences, une agence interne ou même de conseillers internes qui suivent de près, qui travaillent avec les bailleurs pour les inciter, pour les orienter. Mais je peux te dire, j'ai été sur le projet dans ce pays, et les projets de développement, il y avait des projets où on évoluait et les gens du gouvernement ne savaient même pas ce qu'on faisait réellement. Que diriez-vous peut-être à tous ceux qui vont vous suivre, ou à la première institution de la République démocratique du Congo, lui-même le président de la République, au gouvernement, pourquoi pas à toute la population congolaise? Nous sommes vraiment à la fin. Le mot de la fin, c'est comme celui du début, où je continue à réitérer, à demander à ceux qui ont la décision, à demander à la présidence, qui est la première institution, de savoir se servir des agences qui existent, qui peuvent l'assister dans différents domaines. Le domaine le plus épineux, c'est dans le choix de collaborateurs. Et le choix des collaborateurs s'impose, de bons collaborateurs s'imposent à ce niveau, au niveau du gouvernement, au niveau des mandataires, les agences spécialisées. Et les collaborateurs qu'il va choisir, il doit se rassurer que ces personnes sont compétentes, ces personnes sont expérimentées, elles peuvent être productives dans le domaine où les personnes sont recrutées, mais au-delà de ça, ce sont des personnes honnêtes, intègres et des personnes qui lui seront loyales. La compétence, l'intégrité, la loyauté sont les critères pour le choix du personnel qui doit être proche du président de la République pour le bon fonctionnement de tout le projet, programme du président, afin que cela soit bel et bien exécuté et suivi. Ce sont là le dernier mot pour aujourd'hui du professeur Aimé Toumba. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en dehors des frontières. Nous allons nous retrouver prochainement.